Si vous avez envie de soutenir la chaîne et que la vidéo vous plaît ou simplement le nouveau générique vous plaît, eh bien n'hésitez pas à la liker, c'est ce qui nous aide le plus. Merci à tous ceux qui le feront. À quoi reconnaît-on une star en NBA? Comment se sépare-t-elle de la masse dans cet environnement hautement élitiste? Le postulat le plus évident semble être la capacité à avoir au moins un skills dans l'élite de l'élite. Un trait spécial, comme disent nos amis nord-américains. Le shoot de Steph, évidemment. Le combo taille-fluidité athlétique de Wemby. Le handle de Kyrie Irving. Le jeu de drive de Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander, chacun dans leur style. À l'heure actuelle, les Wizards n'ont pas de star. Et ils accumulent petit à petit les hauts choix de draft. Et cette année, avec le pick 6, ils ont sélectionné Trey Johnson. Alors, est-ce que l'ancien de Texas peut devenir cette fameuse star? Commençons par le commencement alors. A-t-il un skill spécial? Pour défendre la théorie que oui, peut-être, potentiellement, il existe un monde où Trey Johnson devient cette star, allons chercher là où il y a de l'espoir. Et les espoirs avec lui, il se situe dans son tir, son jump shot qui est vraiment extrêmement létal. Il a une mécanique ultra régulière, assez rapide et très peu gêné par les close-out. Et pour parler en chiffres, Trey, il a tiré à quasiment 40% de loin en NCAA. 39,7% sur 7 tentatives par match. Alors ok, c'est qu'une saison, ça représente un tout petit échantillon, seulement 224 tirs, donc peut-être qu'il y a eu un coup de chaud de quelques mois. Alors allons un petit peu plus loin dans la data pour savoir s'il est un vrai sniper. Déjà, cherchons un plus gros échantillon sur le shoot et remontons en high school avec lui. 37% de loin là encore et surtout 84% au lancer franc. Déjà. Et quand on combine ça avec les 87% à Texas en NCAA, le toucher de balle, il semble être de très très bonne facture. Autre domaine important, le régime de tir. Quels sont les tirs qu'a pris Trey Johnson pour arriver à 40%? Bien plus facile de mettre un tir grand ouvert dans le corner qu'un step back contesté. Le pourcentage seul à 3 points a ses zones d'ombre. Et cette année, sur 99 pull-ups à 3 points, Trey en a rentré 38. Soit plus de 38% en réalité. Et ça, c'est encore une fois assez énorme. Et si on retrouve une préférence pour aller à gauche, évidemment, on retrouve surtout une sacrée panoplie technique et toujours cette aisance. Cette impression de shooter dans un fauteuil, quoi qu'il arrive, et cette vitesse de bras assez spectaculaire. Trey a donc une arme destructrice pour la NBA, le pull-up à 3 points derrière l'écran pour punir le drop. S'il y a un écran et que le défenseur décide de passer en dessous, ça sera pareil. Il pourra dégainer efficacement et il sera très très vite très menaçant là-dessus et devrait donc dès son plus jeune âge déformer la géométrie d'une défense en NBA. Et on reviendra sur le pourquoi du comment tactiquement un petit peu plus tard. Et c'est vraiment ça son super pouvoir en fait à Trey. Son shoot et la variété de ce shoot. Et c'est encore plus exacerbé en transition où dès qu'il fait face à une défense en repli, qui va avant tout essayer d'empêcher un dunk facile ou un lay-up, et que donc le périmètre va être délaissé au profit de la raquette, là, il est vraiment létal. Pour trouver ces spots grands ouverts, et dans les chiffres, ça se retransmet parfaitement, 45% de loin sur ces séquences. Et c'est ça Trey Johnson, un chasseur frénétique d'espace à 3 points. Un joueur presque toujours en mouvement avec une sacrée endurance et une lecture de son propre défenseur direct presque jamais discutée. Mais ici, regardez-le, parfaitement en mouvement, qui stoppe sa course parce que le défenseur veut tricher sur la navigation d'écran et un peu shortcut sa course. Et pouf, un 3 points ouvert et évidemment, ça rentre. On reviendra un peu plus tard sur le reste de son scoring évidemment, mais sa grosse qualité, sa valeur ajoutée Day One en NBA, c'est ce tir avec ce répertoire ultra complet. Pas pour rien si d'après ses dires, le joueur sur lequel il essaye le plus de calquer son jeu, c'est Ray Allen.
un shooter en mouvement. Who would you compare yourself to, either current or former NBA players? I kind of like the Ray comparison growing up. Et ça se voit, les bons réflexes du shooter. Toujours bien tourner ses épaules face au panier en sortie d'écran pour dégainer avec précision. Et le fit de ce point de vue-là avec Washington, il est vraiment très intéressant. Parce que Brian Keefe, dans son playbook, il a beaucoup d'actions en stagger, c'est-à-dire 2 écrans consécutifs et une sortie pour un shooter, ou alors des zoom action avec un joueur qui fait un main à main sur le deuxième écran. Et ça, c'est super intéressant parce que Washington n'avait pas forcément ce shooter d'élite en mouvement pour rentabiliser ses actions. Trey, il raffole de ses actions, on l'a même déjà vu en Summer League, et on peut même espérer pourquoi pas des triples staggers comme sur cette action. Mais alors, si ce shot making de loin lui a permis de battre certains records de Kevin Durant à Texas, pourquoi n'était-il pas vu comme un prospect top 3 de draft comme son prédécesseur? Évidemment, la première raison, c'est le profil physique. Là où KD dépasse sans doute les 2m10, Trey Johnson il est listé à 1m96 sans chaussures. Donc sans doute plutôt 1m98 avec. En plus, il a une envergure extrêmement positive de 2m08 et ça c'est intriguant. Malgré tout, ça reste moins que l'anomalie Kevin Durant. Et justement, on a tendance à l'oublier l'âge avançant, mais Durant était aussi à l'époque un des meilleurs slashers de NBA, capable de driver et de postériser n'importe qui. Bref, l'idée c'est pas de dire que Johnson n'est pas KD, évidemment, il n'y a qu'un seul KD. Mais c'est plutôt de dire que le profil de driver de Trey Johnson n'est pas parfait et ça commence justement avec son profil physique. Déjà parce que d'après certaines analyses biomécaniques sorties après la combine, il se trouve que Trey Johnson aurait des valgus au niveau des genoux. Ce que ça veut dire en gros, c'est que quand il court, ses pieds pointent vers l'extérieur et que ses genoux se touchent. Et ça amène à un gros manque de force dans son bas du corps. Et donc un manque d'explosivité verticale à la fin d'une course et aussi une très mauvaise résistance au contact. Et sur le film, c'est assez flagrant. Lorsqu'il drive, il manque énormément de ce pop, de cette verticalité, encore plus sur un pied. Et ce manque de force, comme je l'ai dit, ça le rend très friable au contact. Et donc, il a du mal à l'attaquer et il est même réticent à l'attaquer puisqu'il n'y résiste pas. Alors, quand on n'est pas forcément excellent dans un domaine, on se repose sur ce qu'on sait faire. Et pour Johnson, c'est le flotteur. Ce flotteur appel de pied qu'il maîtrise plutôt très bien pour le coup. Le problème avec ce tir, c'est que de passer d'un lay-up à ça, il y a une grosse perte du côté rémunérateur du drive. Il faut donc être vraiment excellent pour que ce tir devienne un bon tir, un tir rentable. Et encore, il prend ce tir quand il arrive au cercle, parce qu'en réalité, c'est pas si souvent qu'il arrive dans cette zone autour du panier. Pas aidé par le spacing vraiment mauvais de Texas, qui faisait qu'il avait toujours soit un intérieur pour contester son drive et donc forcer ce fameux flotteur, ou carrément aucun espace dès le début et en amont du drive, et donc aucune ligne où aller. Et le problème, c'est qu'en plus, pour l'instant, techniquement, Trey, il est aussi imparfait sur son dribble. Il y a un assez clair manque de variation, pas trop capable de descendre son ballon très bas, et il y a une main gauche assez hésitante. Et régulièrement, Trey doit protéger son ballon avec tout son corps pour ne pas le perdre, et ça lui fait perdre justement beaucoup de dangerosité et d'angles possibles d'attaque sur son dribble. Comme ici, où face à Dutiero, il est tellement concentré pour protéger son ballon qu'il refuse la ligne de drive, tue son dribble et ça finit sur un mid-range. Ou ici, on a un système sympa, un RIP DHO, où en protégeant son ballon, il refuse une première fois la ligne de drive, puis après avec sa main gauche, il est obligé de tuer son dribble et ça finit sur un drive and kick. Et en fait, ce manque de coordination et cette technique un peu perfectible, ça l'empêche de naviguer dans les petits espaces et il perd beaucoup de ballons dans ces situations. Tout ce joyeux cocktail auquel on ajoute un premier pas forcément explosif,
et vous obtenez un joueur qui a tenté 2 fois plus de tirs à mi-distance que de tirs au panier. 97 tirs au panier contre 204 tirs à mi-distance. Et si on isole le demi-terrain, c'est encore pire. Seulement 16% de tirs au cercle pour une réussite de 56%. Mais ce qui fait un peu tâche, c'est seulement 47% sur les lay-ups. De quoi être inquiet quand on sait que c'est la zone qui stresse le plus une défense, qui la déforme le plus. Alors, l'œuf ou la poule, est-ce que c'était le spacing de Texas? Ou alors est-ce que Tre Johnson, il est condamné à être un scoreur qui dépend uniquement de son jump shot pendant toute sa carrière? C'est assez dur à dire pour l'instant, mais il y a des flashs qui laissent espérer. Parce que même si c'est pas le plus explosif, Tre, il a une carte piège, une carte joker dans son deck, et c'est sa souplesse. Avec un bonus en plus, l'envergure de bras qui lui permet de trouver des sacrés angles de finition. Comme ici, regardez, il va snake parfaitement le pick and roll, je temporise, je vois la ligne de drive et hop, je m'en vais finir derrière l'intérieur, hors de portée du défenseur grâce à mes longs bras. Et je pense que ce sera vraiment l'un des chiffres à regarder très attentivement cette saison, le ratio finition au cercle, finition à mi-distance de Tre Johnson. D'autant plus que le niveau athlétique, il va augmenter en passant de la NCAA à la NBA. Parce que oui, le footwork, il est très très bon sur ses face-up. Les highlights, ils sont satisfaisants à voir. Mais finalement, beaucoup de mid-range, ils sont aussi subis de sa part, pour toutes les raisons évoquées. Et ça tire drastiquement son efficacité vers le bas. Encore une fois, certains tirs étaient pris parce que Tre était le seul scoreur efficient de Texas. Et peut-être que ces situations d'isolation face à un terrain surchargé arriveront moins au NBA. Malgré tout, 40% de réussite sur cette zone, quand ça représente plus de 40% de tes tirs aussi, soit plus de 4 tirs sur 10 pour toi, ça la fout un peu mal. Finalement, ce handle et cette réussite à mi-distance, ça va vraiment être un gros point clé de la carrière de Tre Johnson. D'un point de vue rentabilité, déjà, mais aussi d'un point de vue tactique. On l'a dit juste avant, face à Tre Johnson et son pull-up, à 3 points, ça semble compliqué de faire du drop. Ok. Mais déjà, sur une zone à mi-distance, on peut jouer le jeu des mathématiques et donc lui laisser le mi-distance. À moins qu'il soit élite de chez élite sur ce mi-distance, et dans ce cas, impossible de faire du drop tout court. Mais face à ça, on peut toujours switcher. Et justement, si on a face à nous un joueur pas forcément au handle le plus sûr et pas le plus explosif non plus, ça peut être une super solution pour la défense. Et donc cette capacité à attaquer ou non les mismatchs, ça peut vraiment changer la donne avec lui. Raison de plus pour dire que le drive peut vraiment être clé à terme pour Tre, parce que ça pourrait débloquer un passing aussi qui est loin d'être inintéressant. En tout cas, qui est beaucoup plus intéressant que ce que la data peut laisser penser. À Texas, le spacing, c'était Tre. C'était lui et uniquement lui. Le scoring, c'était lui. Et la création de décalage, c'était aussi souvent via son mouvement. Il jouait avec un meneur classique, et donc pour maximiser tout le monde, il valait mieux qu'il soit utilisé off-ball, sur des sorties d'écran, etc., plutôt que sur des pick and roll balle en main, où le spacing justement était abyssal, si lui n'en faisait pas partie. Mais justement, sur ces sorties d'écran, première qualité qui saute aux yeux, sa capacité à bien lire la défense assez rapidement, qui parfois va sortir agressivement sur lui, mais si la défense sort agressivement sur lui, ça laisse une fenêtre de passe, forcément. Et lui, il peut passer par-dessus avec ses longs bras, qui là aussi lui servent beaucoup. Il y a vraiment moyen d'utiliser ce petit rookie via sa gravité, et sur ce genre de lecture basique, il est déjà très fonctionnel. Et quand on projette ça à Washington et qu'on regarde bien dans le détail la liste des potentiels poseurs d'écran, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait avoir des joueurs assez mobiles qui glissent les écrans comme Alex Sarr, ou alors des sorties d'écran entre petits pour que le contest ne l'affecte pas, ou bien même le combiner avec un autre bon shooter comme Keyshawn George et multiplier des sets sur, pourquoi pas, des twirl action ou des choses comme ça, et ça peut être assez fun.
Et en restant dans le micro-tactique, il y a un système où le fit il est absolument évident et que le passing de trait il va beaucoup servir, c'est sur de la early offense et sur les empty action. C'est-à-dire un pick and roll où on vide le corner et donc pas d'aide possible et il faut soit choisir entre un écran glissé et Trey qui peut faire la passe au-dessus ou alors un Trey Johnson qui punit avec son shoot. Et ça va parfaitement s'inscrire dans le rythme de jeu de Washington qui était la 4e pace de NBA et qui ajoute une arme en plus à sa early offense. Bon après, soyons honnêtes, ne vendons pas un passeur d'élite caché, ça reste un joueur qui cherche d'abord à scorer, puis qui va chercher un autre moyen de scorer et qui ensuite va passer. Mais lorsqu'il décide de passer, il y a des séquences qui sont vraiment très intéressantes, surtout quand le jeu est face à lui, dans son cône de vision Madden un peu. Il est intéressant lorsqu'il n'a pas démarré son dribble, lorsque toute l'attention n'est pas sur son dribble. Et là, il scanne plutôt bien le terrain et ne cherchera peut-être pas à manipuler les défenseurs, à les faire bouger avec son regard, mais il va plutôt chercher le plus vite possible le joueur laissé seul par une potentielle prise à 2 sur lui. C'est un passeur réactionnel, mais c'est déjà très bien. Et sur ces situations, il peut trouver des skip passes au-dessus du mur pour trouver directement le joueur seul et laisser le moins de temps possible à la défense. C'est vraiment un joueur qui va chercher à prendre une décision assez rapidement. Et ce qui rend aussi curieux, ce sont ces quelques séquences en ball handler pur qu'on a vu sur pick and roll où il joue avec patience. C'est ce qu'on pourrait appeler vraiment les flashs. Ici encore une fois, hop, le défenseur est dans le dos, la défense monte sur lui depuis le corner opposé et lui, il sert parfaitement le joueur qui cut dans le dos du lowman qui vient en aide. Et globalement, c'est un bon passeur de lob, ça semble assez logique quand on pense d'un point de vue mémoire gestuelle, puisque lui, il aime bien le flotteur, et finalement, ce mouvement, c'est un mouvement qu'il maîtrise. Et encore une fois, on en revient au point clé, le drive. Parce que ces quelques séquences où soit le handle est très bon, soit la défense est en retard, et où il arrive à aller au cercle, le passing est bon. Pas ultra complexe, mais encore une fois, avec ses longs bras, il est capable de trouver des angles derrière les défenseurs, et de lâcher des petites passes en drop-off comme celle-ci. Et après, il y a certaines séquences qui laissent carrément rêveur, où tout se met un peu ensemble en même temps, le handle est bon, ça casse les défenses et il fait la bonne lecture. Alors évidemment, projeter un joueur fini est très compliqué. Et donc le passage de shooter en mouvement à véritable moteur offensif est tout sauf évident, mais je pense que le chemin, il existe. Alors l'avenir nous le dira si ça deviendra une star ou un simple role player, mais en tout cas Trey, il a tout pour devenir très vite un chouchou des fans et ce serait bien d'ajouter un peu de magie dans la capitale.